bonjour à tous. Juste un tout petit mot d'introduction. Je suis Jérôme Le Thumontois, directeur du salon e-marketing Paris. Je voulais vous souhaiter la bienvenue donc, à la 7e édition du salon. Je remercie d'ores et déjà l'ensemble des intervenants pour cette conférence d'ouverture qui, j'espère, va nous rentrer de plein pied dans le real-time marketing. Je voulais revenir sur également les temps forts de la journée. N'oubliez pas qu'en début d'après-midi, dans cette même salle, vous aurez un autre temps fort sur le multi-écran, la révolution média qui est en marche avec TF1 Publicité, Figaro Média et Dailymotion. Vous aurez également des keynotes tout au long de la journée sur cette même salle de SFR, Criteo et Adobe. Et en fin de journée, vous aurez à 19h la remise des e-marketing Awards qui récompensent les meilleures innovations du marketing digital. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'être là et un salon, j'espère, plein de choses innovantes et intéressantes. À très bientôt. Merci Jérôme. Je suis Alain Steinman, je suis le directeur du JDN. Je vous propose d'attaquer tout de suite cette première plénière avec le marketing en temps réel. Alors, on va voir avec nos 4 intervenants que le marketing en temps réel s'applique à la fois à l'achat d'espaces publicitaires, à la communication et à la veille, au service client et même finalement au discount. Et donc finalement, on va voir 3 cas d'entreprises qui se sont converties au temps réel, qui vont nous expliquer quels sont les indicateurs qu'elles utilisent pour suivre leurs actions en temps réel, ce qu'elles font précisément. Mais avant de commencer à rentrer dans ces 3 cas, ce que je vous propose, c'est de voir quels sont les points clés du real-time marketing qui va nous être présenté par Eric Campanini, qui est partenaire de Bearing Point en charge de l'offre digitale. Et Eric, vous accompagnez notamment les pure players et les grandes entreprises dans leur transformation digitale et vous allez nous expliquer comment se mettre à l'heure du temps réel. Alors, tout le jeu, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion effectivement d'intervenir sur ce sujet, sur les grands enjeux. Je pense que c'est à moi d'appuyer, c'est ça? Si on peut me lancer la... Voilà. Alors, premier élément pour introduire cette notion de real-time marketing, finalement, si je reviens à des choses très simples, on est vraiment dans un cas la capacité à identifier un événement, une action, quelque chose qui est le plus souvent porté par le client, le consommateur, et de l'autre côté, l'entreprise, sa capacité à rebondir commercialement avec une offre, commercialement avec un service, créer la relation à un moment donné, idéal, dans cet échange, et c'est cette notion de temps réel qui est absolument fondamentale, évidemment, et qui, si on devait faire un parallèle, il y a cette image que je trouve assez intéressante du théâtre, et du théâtre classique, avec, vous savez, cette question d'unité de temps, d'unité de lieu, d'unité d'action. Ben finalement, si on devait résumer ça au real-time marketing, il y a des parallèles qui sont assez évidents, cette capacité de l'entreprise à rebondir à un instant T par rapport à une action donnée, et dans un lieu particulier qui est dans cette dimension multicanale sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et si on remonte comme ça sur l'histoire, parce que finalement le real-time n'est pas quelque chose de nouveau, le real-time marketing, si on prend la vision d'Aristote, l'idée de cette pièce de théâtre, qui est ce real-time marketing, finalement il fallait qu'elle se passe dans une révolution du soleil, et la bonne nouvelle c'est que vous êtes capable aujourd'hui, on le verra avec les exemples, d'être beaucoup plus rapide que simplement une révolution du soleil, encore que dans certains cas c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que on voit en termes de tendance, finalement une évolution extrêmement rapide, une mutation très forte, avec bien sûr la complexité accrue de l'expérience client d'un côté, et des canaux digitaux qui ne cessent de se développer et qui sont intrinsèquement temps réel. Si on regarde simplement des chiffres clés sur cette accélération, on voit que le nombre de Français mobinautes qui ont consulté exclusivement leur compte en ligne, leur compte sur le mobile sur le premier semestre 2012 est passé de 1 à 7%. Le mobile
prend le pas effectivement sur le canal Internet, et ce sera le cas en 2015, c'est déjà le cas en Inde. Et on voit, et pour ceux qui étaient il y a 2 semaines à New York au salon NRF, on voit que cette intégration entre ce qui se passe dans le magasin, ce qui se passe chez soi, ce qui se passe sur le mobile, ce qui se passe sur la tablette, s'intègre complètement et crée une complexité très forte. Donc ça, c'est un enjeu effectivement extrêmement important, avec derrière aussi une explosion de contenu. Je reviendrai sur le sujet, parce que ça crée derrière un enjeu dans le traitement de l'information qui devient chaque jour plus difficile. Et pour ça, il faut évidemment se doter d'outils d'analyse et d'outils de segmentation en temps réel et une capacité à proposer un certain nombre d'offres. Et là, on verra, et je crois que c'est à 10h30, vous avez la chance d'écouter Criteo, qui connaît une croissance absolument extraordinaire et qui est bien le révélateur de cette capacité en termes d'outils. Et aussi, d'un point de vue organisation, la capacité à être beaucoup plus agile, à identifier de nouveaux métiers, de nouvelles activités, que ce soit sur du e-merchandising pour la gestion de contenu, que ce soit aussi au niveau des centres d'appel, le passage de l'oral à l'écrit, ou encore dans les capacités d'analyse qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est important à avoir en tête parce que autant le real-time marketing qui est apparu dans les années 90, on voit une évolution très forte aujourd'hui sur cette intégration et la prise en compte de 3 grands enjeux pour moi. Le premier, c'est vraiment cette dimension de big data et de ce volume extraordinaire de données qui est à gérer au quotidien. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça et je laisserai Guillaume Jourdan partager son retour d'expérience concret sur le sujet. Ce qui me semble intéressant, c'est de regarder qu'il y a cette notion de big data, il y a aussi une notion d'open data derrière et cette capacité à mixer non seulement les informations que vous collectez sur les différents canaux, mais aussi des informations publiques. Quelques exemples concrets, si on écoute ce que peuvent proposer les acteurs du transport, le Transilien par exemple, c'est la capacité à se dire, certes, je veux me déplacer, je veux venir ici à Porte-Maillot, je sais que le train est à telle heure, on me prévient qu'il y a éventuellement un retard, ou on me prévient que dans la rame, il y a beaucoup de personnes, que cette rame va être saturée, et on vous recommande finalement de prendre le train suivant. Et ça, on peut le récupérer via des informations publiques et via des informations de géolocalisation par exemple. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple que je trouve intéressant, c'est le développement de la partie téléachat aux États-Unis, où finalement, au niveau de la console et de gestion de ce broadcast de téléachat, j'ai la capacité, moi, de dire en fonction du nombre d'appels, en fonction de la nature d'appels sur le produit que j'essaie de vendre en téléachat, en fonction du volume de vente, je suis capable d'adapter la durée, finalement, de ce qui est broadcasté et de relayer ça sur les médias sociaux. Donc on voit qu'il y a des exemples concrets d'explosion de cette donnée-là. Et ce qui me semble le plus important derrière, c'est la capacité à identifier des signaux faibles. Et là, je vous invite à regarder des solutions comme Hypercube, par exemple, qui, derrière cet énorme volume de données, sont capables d'identifier les différentes raisons pour lesquelles un client va acheter ou pas. Alors derrière, l'enjeu numéro 2, c'est de prendre en compte une dimension très humaine. On parle beaucoup de technologie, peut-être trop. Il y a une dimension humaine de comportement client et de psychologie du client qui est absolument fondamentale à prendre en compte, qui est différente selon les pays et qui rend extrêmement complexe cet exercice de real-time marketing suivant les cultures, suivant les comportements des uns et des autres, avec une dimension du digital qui introduit de nombreux paradoxes et la capacité aussi pour le client à exprimer en temps réel sa satisfaction ou son insatisfaction. Et là, on voit une démultiplication du coup aussi des opportunités pour le client au travers des différents contacts à dire j'aime, j'aime pas et à attendre une réponse quasi automatique sur le sujet. Ça nécessite pour les entreprises de faire quoi? D'avoir des investissements lourds en termes d'analyse prédictive. Et là, on constate sur les 2011 qu'il y a une accélération. Il y a à peu près un tiers des entreprises aujourd'hui en France et en Europe qui investissent sur ces capacités d'analyse prédictive et donc d'enrichir la qualité de la réponse et aussi la capacité à créer de la surprise et cette notion de surprise and delight. Je vais prendre un autre exemple concret de Pretzel Crisps, qui est cette société qui vend des cacahuètes et des chips, etc. Et la capacité à identifier sur les réseaux sociaux le fait que vous êtes en train de discuter avec des amis et que finalement j'aimerais bien un snack maintenant, et à ce moment-là de vous proposer de façon proactive le fait de vous livrer à domicile de quoi faire l'apéritif. Donc il y a des choses intéressantes ici aussi. L'enjeu, c'est au-delà de cette notion purement de rebond commercial, c'est le
dialogue que vous êtes capable de créer avec un traitement qui peut être tout à fait industrialisé, il y a des exemples très concrets qu'on verra tout à l'heure, et aussi la capacité à se dire, là, je vais prendre beaucoup plus de temps dans ma relation avec le client. Et c'est d'autant plus important, et c'est le troisième et dernier enjeu que je souligne ici, qui est que cette dimension multicanale que vous connaissez tous ne cesse de se démultiplier, évidemment, que ce soit du coup dans une logique de traitement à chaud, on est vraiment dans la partie real-time, mais aussi de continuité de service et de qualité de service dans le traitement à froid ensuite, l'intégration de cette dimension digitale, l'intégration de la dimension multiscreen entre ce que je vois à la télé, ce que je lis sur ma tablette, ce que je vois dans les réseaux sociaux, ce que je peux avoir sur le mobile. Cette opportunité, effectivement, de récupérer l'ensemble des données montre qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, à se donner les moyens d'avoir cette vision 360 du client. Et d'après les dernières études, il y a à peu près 60% des entreprises aujourd'hui qui investissent effectivement sur cette capacité d'analyse 360 à chacun des moments, à chacun des étapes de ce parcours client. Parce que l'enjeu, il est là. Au-delà d'une réponse, un rebond direct, c'est vraiment ma capacité à optimiser et à personnaliser le parcours client avec derrière ça, une fois qu'on a vu ces trois enjeux de big data, cette dimension humaine et cette dimension multicanale, finalement se posent des questions assez fondamentales. Les technologies sont là et c'est ça qui est extraordinaire pour traiter ce real-time marketing comme jamais on a pu le faire jusque-là, se posent des questions de retour sur investissement et sur le niveau d'investissement que je peux avoir par rapport à ce big data, ne serait-ce que pour prendre cette illustration-là. Et donc la notion de ROI devient fondamentale, mais aussi encore plus le risk of ignoring, et donc ce risque à ignorer cette dimension real-time marketing, parce que c'est une vraie attente de la part des consommateurs et de la part de vos clients. Derrière, autre dimension à prendre en compte, la dimension légale. Je pense qu'on n'est qu'au début de la discussion aujourd'hui sur justement quand est-ce que je peux véritablement interagir. Est-ce qu'il faut que j'interagisse à ce moment-là ou pas? Et est-ce que j'ai le droit de le faire en tant que marque? Et est-ce que c'est acceptable culturellement par le consommateur? Et enfin, et ce sera mon mot de conclusion, il y a un énorme travail à faire sur finalement quels sont les nouveaux indicateurs de performance. On a des indicateurs traditionnels dans le traitement à chaud sur justement cette durée moyenne de traitement, sur la notion de once and done. Ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes et ça ne changera pas. Par contre, ce qui doit changer, je pense, c'est par rapport à cette ouverture et cette révolution qu'on a devant nous, c'est la capacité à identifier de nouveaux critères et de nouveaux facteurs de fidélisation client. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a encore aussi beaucoup de choses à faire. Donc attention à ne pas être trop sur la dimension technique, gardons la dimension humaine et inventons ensemble de nouveaux critères et de nouveaux facteurs de fidélisation. Merci beaucoup, Eric. On va passer à un premier exemple. On va passer à un premier exemple de l'application du marketing temps réel avec l'achat d'espaces publicitaires en temps réel sous forme d'enchères. C'est le fameux RTB. Aux États-Unis, il représente à peu près déjà 19%. Il va représenter cette année 19% de l'achat de display digital selon eMarketer. Et en France, on serait, selon Infectious Media, des chiffres qui sont sortis hier, à environ 8% du display en croissance de 120%. Ce qui est intéressant, c'est que la France est devant le UK, devant l'Allemagne, sur la croissance des inventaires qui sont disponibles en RTB, puisqu'on est à plus 68% entre le premier et le troisième trimestre 2012. Et si vous voulez connaître les investisseurs qui investissent le plus, les annonceurs qui investissent le plus en RTB en France, on nous dit que c'est Zalando, Price Minister et La Redoute. Pour mieux comprendre le fonctionnement, l'intérêt du RTB, nous avons la chance d'avoir Pierre Berendes avec nous. Il est en charge du développement des ventes en ligne d'Orange en Suisse. Et Pierre, vous avez passé 100% de vos achats publicitaires en RTB et vous allez ouvrir le capot et nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour. Je dois passer quelque chose ou... Ah ouais. Et vous êtes là. Super, merci. Je suis ravi d'être là. Sur le salon e-marketing, j'ai vraiment l'habitude de venir assez souvent et avec toujours un petit peu la même idée, trouver des moyens pour acquérir un petit peu plus de trafic. On se trouve aujourd'hui
avec une multitude de canaux. Aujourd'hui, par exemple, on a le search, on peut avoir de l'affiliation, on peut avoir des emails. Donc on travaille avec un ensemble de canaux et on se pose toujours la même question qui est comment est-ce que je fais pour savoir ce qui est le plus efficace? Comment est-ce que ces canaux travaillent les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on est capable finalement d'optimiser notre investissement et quel est l'impact sur le parcours client? On a travaillé donc pendant très très longtemps sur tout ce qui est attribution. L'attribution nous a permis finalement de répondre à ces questions. Je vais commencer donc par ça. Et puis après, je vais ouvrir le capot et puis vous présenter un petit peu ce qu'on fait en matière de RTB. On a, à partir de 2008, on a vraiment lancé assez fortement toutes les activités digitales. Et un petit peu, pour toujours faire un petit peu plus de trafic, on a d'abord travaillé sur des campagnes de branding. Après, on a essayé de capturer un maximum d'audience de la part de Google. Donc, on a fait du SEO, du SEM. On a développé tout ce qui est affiliation. C'était super intéressant pour nous parce qu'on s'est dit c'est génial, on va payer uniquement pour les ventes qui sont réalisées. Le display, c'était aussi un moyen pour augmenter le trafic. On a succombé bien sûr à tout ce qui était retargeting, à la fois au niveau du display, d'email et puis maintenant au niveau du search. Sauf qu'on était dans un univers où on travaillait de manière en silo et c'était vraiment délicat de comprendre comment est-ce que tout fonctionnait par rapport à la réalité du parcours client. La réalité du parcours client, elle est multiple. Aujourd'hui, un client il peut être touché par différents canaux. Ça peut être donc du search, ça peut être du display, ça peut être cliquer sur une publicité sur Facebook, ouvrir un email, ou enfin être ciblé par une campagne de retargeting. Et cette réalité, elle n'était pas du tout en phase avec notre manière de fonctionner. Si on prend cet exemple-là, finalement, il y a plusieurs canaux, il y a 5 canaux qui vont contribuer à la vente. Et la question, c'est à qui est-ce qu'on va attribuer la vente? Et pour nous, c'était vraiment important d'essayer de répondre à cette question. Donc, dans un premier temps, et c'est ce qu'on fait de manière classique, on va chercher à se dire, OK, comment est-ce que je vais attribuer mes ventes? On peut travailler, et ça c'est ce qu'on fait de manière générale dans l'industrie, on peut travailler sur le dernier point de contact. On se dit, voilà, c'est celui qui était le plus proche de la vente qui va obtenir le crédit de la vente. Sauf que c'est ignorer tout ce qui s'est passé avant. Et donc, si on optimise nos investissements par rapport à ça, c'est ignorer vraiment tout le passé et tous les autres canaux. On peut se dire aussi, tiens, on va travailler sur le premier contact. En effet, ça peut être le premier canal qui a apporté la visite, et c'est tout aussi légitime. Mais pareil, on ignore ce qui va se passer après. On peut aussi travailler à part égale, c'est se dire, finalement, lorsqu'il y a une vente, dans notre exemple, on a 5 canaux qui ont contribué. Et donc, si on a 100 € de chiffre d'affaires qui ont été générés, on va les diviser entre les 5 et ça va donc faire 20 € pour chaque canal. Là, on commence à être un petit peu plus juste parce qu'on arrive à rémunérer l'ensemble des canaux. Et puis, et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé, on a essayé non seulement d'intégrer cette partie-là, mais également d'intégrer l'engagement du client. C'est-à-dire, on n'a pas compté une visite juste pour un clic, mais on a essayé de voir ce qui se passait au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait l'internaute sur le site. Et donc, pour nous, vraiment, l'attribution, c'était vraiment nous permettre de mieux comprendre par rapport à cette réalité du parcours client, comment est-ce qu'on pouvait optimiser nos investissements. Donc, on a intégré l'ensemble de ces informations. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur 2 briques technologiques, un TMS et un ad server. Alors, un TMS, c'est un Tag Management System. C'est un outil qui va permettre à nous, les équipes business, de pouvoir un petit peu s'affranchir de la DSI pour pouvoir mettre des tags sur notre site. Et les tags, ça peut être tout simplement ceux d'une solution d'analytique, d'un retargeter, d'une solution d'emailing, vraiment tout ce qu'on veut et d'avoir vraiment la main dessus. Le TMS aussi présente un avantage, c'est la possibilité de faire de l'attribution en temps réel. Quand je dis attribution en temps réel, par exemple, nous, on travaille avec 2 plateformes d'affiliation et pendant pas mal de temps, on a payé 2 fois la vente. C'était un petit peu idiot. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le TMS, on a pu avoir un certain nombre de règles métiers qui disent lorsqu'il y a une vente, on va uniquement la donner à la plateforme d'affiliation qui est la plus proche qui est le dernier point de contact. Par-dessus, on a rajouté la brique ad server. La brique ad server, elle nous a permis de centraliser toute l'information qui était liée aux impressions publicitaires, c'est-à-dire aux messages qui sont vus. Ça peut être voir une bannière ou ça peut être ouvrir un email. Et donc,
à l'intérieur d'une immense base de données, on a essayé de regrouper l'ensemble de ces informations pour arriver à reproduire le parcours de chaque internaute. C'était vraiment l'objectif de ce projet. On a travaillé vraiment des mois dessus. Et voilà un petit peu ce qu'on a appris. Donc, en matière d'analyse, on s'est rendu compte que à peu près la durée de cycle de vente était d'environ 1 mois. Au cours de ce mois-ci, on avait en moyenne une trentaine de points de contact avec le client, et il venait en moyenne 2 à 3 fois sur le site avant d'acheter. Et puis, on a une première mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 1/3 de nos impressions qui n'étaient jamais vues. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a fait vraiment beaucoup de peine, dans le sens où ça c'est paraît normal, mais lorsque vous avez une bannière qui est sur un bas de page, vous n'allez pas toujours aller jusqu'en bas de la page, donc vous n'allez pas voir le message publicitaire. On a travaillé donc avec deux entreprises américaines, on a travaillé avec ClearCeiling et Visual IQ, qui nous ont permis vraiment de modéliser cet ensemble et de nous dire où est-ce qu'il faut investir plus ou investir moins. Donc on a travaillé vraiment pendant des mois pour un petit peu optimiser nos investissements entre les différents canaux. Donc, quelles sont les recommandations et qu'est-ce qu'on a mis en place? D'abord, le grand perdant, c'était l'affiliation. On a diminué assez fortement les commissions qu'on a données pour les ventes générées par les affiliés. On a un petit peu également diminué tout ce qui était search. Et puis, on a augmenté la partie sociale, la partie email. Et surtout, pour nous, le point le plus important, c'était vraiment le retour du display. Le display était dans les modèles traditionnels, était complètement sous-estimé et il n'était pas valorisé à sa juste valeur. Donc, ce retour en force du display, pour nous, c'était un signe de se dire il faut vraiment qu'on arrive à maîtriser également pour le display l'ensemble des points de contact du parcours client. Et le RTB, donc le Real Time Bidding, pour nous, apparaissait comme la solution. Pourquoi ? Parce qu'on peut acheter enchère par enchère, donc impression par impression, pour un segment d'audience dédié et à un prix donné. Donc pour nous, ça correspondait vraiment bien à la manière dont on voulait fonctionner par rapport au parcours client. La reprise en main donc, du parcours client, elle a été assez drastique dans le sens où on a internalisé un certain nombre de fonctions, tout ce qui est la gestion du search, la partie sociale et puis toute la partie display. Sur le display, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir tout centraliser. Et donc, on a misé tout sur le RTB. Au début, donc, on avait travaillé donc, avec plusieurs trading desks. On travaillait notamment avec Matiro. Et puis, lorsqu'on a discuté avec eux sur notre désir de vraiment pouvoir prendre les choses en main, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On était vraiment dans un modèle client-fournisseur. Ça ne nous correspondait pas du tout. Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment pouvoir beaucoup plus prendre la main sur le business. C'est pour ça qu'en fait, on s'est retourné vers un autre trading desk. Et donc, on a pris contact avec GameNed. Et là, on a vraiment trouvé une relation beaucoup plus en phase avec nos attentes. C'est-à-dire, on leur a dit, nous, on veut monter notre trading desk, on veut avoir les compétences en interne, on veut travailler avec vous là-dessus, et puis on veut vraiment avoir la main sur les outils. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a aussi un petit peu changé notre manière de travailler. On travaillait aussi avec des retargeteurs. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que le retargeting, c'était super sympa, sauf que les intérêts d'un retargeteur ne sont pas les mêmes que les autres. En effet, pour un retargeteur, l'objectif, c'est d'optimiser sa marge. Nous aussi, on fait la même chose en tant que e-marchand. Et donc, la marge, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat au CPM et le prix de vente au CPC ou au CPA. Donc, ça, ce n'est pas du tout la même chose qu'optimiser les ventes. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de travailler avec des retargeteurs et on a tout internalisé au niveau donc, des ad exchange. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez déjà dit, donc, on a 100% du display qui passe en RTB. Donc, c'est à la fois des campagnes de prospection, c'est aussi viser des clients professionnels ou bien nos propres clients. On travaille vraiment sur n'importe quel type de canal. On fait de la vidéo, on va faire du mobile et du retargeting. C'est aussi intéressant pour nous de travailler pour accompagner des campagnes également sur la partie branding. Donc, on arrive finalement à avoir un écosystème qui est assez large. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Parce que l'écosystème du display, du RTB, c'est vraiment quelque chose qui est sans cesse en train de bouger. Donc, ce qu'on a fait, on s'est associé avec les équipes de GameNed pour pouvoir accéder au DSP.
DSP, par exemple, AppNexus et Turn. Si vous ne savez pas ce que c'est un DSP, imaginez-vous tout simplement que c'est juste une plateforme d'enchères en temps réel qui permet à nous, Orange Suisse, de pouvoir enchérir sur une impression qui est proposée par un éditeur, ça peut être Le Figaro ou l'Équipe. Pour nous, c'était vraiment très, très important de pouvoir rajouter un grand nombre de couches de technologie. Et pour ce faire, on s'appuie sur tous les marketplaces qui sont proposés par AppNexus. Par exemple, on travaille avec une entreprise française qui s'appelle Alenti, qui nous permet de mesurer la visibilité d'une impression, savoir si une impression elle est vue ou pas, et lorsqu'elle est vue, combien de temps est-ce que le message est affiché. On travaille également avec Peer39 pour intégrer tout ce qui est données contextuelles, c'est-à-dire sur le contenu de la page. Ça nous permet, par exemple, lorsque vous visitez, de pouvoir, par exemple, segmenter une audience B2B. Et puis également, pour tout ce qui est retargeting, on a fait appel à tout ce qui est bannière dynamique pour augmenter la performance des campagnes. En parlant de campagne, donc, on a une structure qui est assez complexe, dans le sens où on a une centaine de campagnes, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire au niveau du search. On a essayé d'être très, très granulaire. Pourquoi ? Pour vraiment avoir le plus d'audience possible qui correspondent pour nous à des moyens, à des prix d'enchères différents, on va dire. La stratégie d'enchère, elle est assez simple. On a regardé donc les logs de notre ad server, et puis on s'est aperçu qu'il y avait plus de 80% des clics qui venaient de la première impression. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher d'avoir un maximum de reach, un maximum d'audience. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, en termes de stratégie, c'était vraiment, au début, un défi, parce qu'on n'arrivait pas à avoir le reach qu'on voulait, et donc on ne pouvait pas être 100% RTB. Et puis, au cours des derniers mois, avec le développement du côté éditeur de l'inventaire mis en RTB, on a pu arriver à avoir 100% aujourd'hui de nos impressions qu'on achète en temps réel. Ce qui est vraiment très important, une fois que vous avez mis tout ça en place, c'est d'avoir des bons tableaux de bord. Et par rapport à ça, ce que nous propose Endure, AppNexus ou Turn, ce n'est pas suffisant. Ça ne nous permet pas de pouvoir vraiment piloter de manière vraiment granulaire les campagnes. Et donc, on a développé avec les équipes de Gamned vraiment un outil qui nous permet d'optimiser au quotidien notre travail. Je suis sûr que vous avez envie d'entendre un petit peu des chiffres, alors je vais essayer d'en partager un petit peu avec vous. Donc, est-ce que ça marche ? La réponse est oui. Je vais juste vous donner 2 exemples. Le premier, c'est lorsqu'au mois d'octobre, il y a la Facebook Exchange qui a été lancée sur le marché. On a lancé des campagnes et on a réussi à avoir un CPC qui était à peu près 30% moins cher que celui du retargeting traditionnel qu'on avait sur des bannières. Donc, c'était vraiment, pour nous, un moyen de toucher d'autres audiences et aussi de les toucher à un meilleur prix. Je vous ai parlé tout à l'heure de la visibilité. On a travaillé avec un nouveau produit d'Alenti pour optimiser donc la visibilité de nos bannières. Et donc, on a gagné 40% de visibilité, plus de 40% de visibilité de nos bannières. Donc, pareil encore, ça nous permet vraiment d'améliorer la performance de nos campagnes. Au niveau global, on achète moins d'impressions. On arrête de bombarder les internautes. On essaye d'être beaucoup plus précis. Étant donné qu'on a beaucoup de segments d'audience, on est capable vraiment d'enchérir au juste prix au niveau de chaque audience. Et au final, on achète le CPM beaucoup plus cher. Donc pour nous, le RTB, ça ne veut pas dire acheter du CPM low cost, pas du tout. C'est vraiment pour nous être capable d'acheter l'impression, une audience au juste prix. Dernier point. Aujourd'hui, pour nous, pourquoi est-ce qu'on a investi si massivement dans le RTB ? Donc, Alain l'évoquait, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de l'inventaire du display qui passe en RTB. Ça va passer à 30 ou 40%. Mais pour nous, ça passait au-delà du display. C'était vraiment une manière différente de travailler. Et on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu des annonces la semaine dernière. Par exemple, le concept de real-time bidding, il peut s'étendre, par exemple, à l'achat d'espaces publicitaires à la radio, par exemple des podcasts ou des webcasts, ou des web radios, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et on a également des chaînes satellites qui sont en train de travailler pour également vendre leur inventaire en temps réel. Évidemment, d'habitude, à la télé, vous achetez l'inventaire longtemps en avance. Et si vous pouvez savoir qu'il y a une audience très forte sur une émission, vous allez pouvoir vendre d'autant plus cher votre espace publicitaire. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du RTB. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Pierre. Donc ça, c'était un premier exemple de temps réel sur l'achat d'espaces publicitaires. Mais on va voir que le temps réel ne s'applique pas qu'à l'achat d'espaces publicitaires, mais également à la communication, avec la société Vitabella, qui depuis 2003 est spécialisée dans la communication pour les châteaux et les marques de grands vins. C'est assez, ça fait rêver, et qui a mis en place une solution de veille et d'analyse sémantique qui permet d'être plus réactif en cas de situation de crise, notamment lorsque l'un des clients de Vitabella est interpellé sur la qualité de ses vins, par exemple. Pour mettre en place tout ça, il y a une grosse analyse de big data, comme l'a expliqué Eric tout à l'heure, et Guillaume Jourdan, qui est fondateur de Vitabella, va nous expliquer dans le détail comment est-ce qu'il fait. Merci. Donc pas de présentation pour ma part, simplement quelques explications. Vitabella Luxury Wine, donc créé en 2003, spécialisé dans la communication et le marketing international pour les vins de luxe. Le big data, on y est arrivé il y a 3 ans à peu près, pour une raison assez simple, qui est que on ne peut pas se permettre de vendre un vin 100, 200, 300, jusqu'à 650 € la bouteille en primeur, sans savoir ce qui est dit sur sa marque, sans savoir s'il y a des opinions, notamment négatives, sur le nom du domaine ou du château. Aujourd'hui, 2013, et j'en parlerai ensuite, on arrive à un nouveau stade du big data. Le big data, pour moi, c'est une excellente chose, mais aujourd'hui, le contexte et le content marketing est la valeur ajoutée la plus forte, et c'est ce qu'on va voir pousser de plus en plus en 2013, qui se rajoutera au big data. Le big data, donc, on a commencé à travailler avec une société qui s'appelle Proxem, qui va faire une présentation d'ailleurs, il me semble, cet après-midi, pour faire la recherche d'informations sur le web à partir d'une marque. Alors, je donne un exemple, un château pour lequel on travaille qui s'appelle Cos d'Estournel, sur lequel on recherche des informations sur le web. On peut aller chercher sur Google, mais on n'a pas toutes les informations, notamment on n'a pas tout ce qui se dit sur les blogs, sur les médias sociaux ouverts et sur les forums. Donc je suis allé voir la société Proxem qui m'a dit voilà, on peut arriver à récupérer cette information-là très facilement, et je reçois l'information et c'était en français. Et donc je reviens vers Proxem et je leur dis, vous savez, nos clients, à 600 € la bouteille, ça n'est plus le marché français qui les intéresse, c'est le marché international, c'est la Chine, c'est le Japon, c'est malheureux à dire, mais la France s'appauvrit. Donc c'est la Chine, c'est le Japon, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Et donc il me dit, pas de souci, on va récupérer cette information. Donc aujourd'hui, c'est 1 million de messages qui apparaissent. Et sur ces 1 million de messages qui parlent du vin, il y en a quelques-uns. Alors pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on ne travaille plus que pour du vin parce qu'on a mis en place un système qui est assez performant. Donc on travaille pour d'autres grandes marques françaises en dehors du vin. Mais aujourd'hui, on est entre 30 jusqu'à 6 000 messages par jour quand il y a du gros buzz. On récupère ces informations-là et ça nous permet d'avoir une information sur le château Cos d'Estournel. Mais ma part, c'est l'expertise sur le vin. C'est de savoir ce qui se dit et comment on parle de ce château. Et ce château-là, on ne dit pas simplement parmi les experts « j'ai bu un château Cos d'Estournel 1990 », mais on dit « j'ai bu un Cos 1990 ». Donc c'est COS. Donc je dis à Proxem, faites en même temps la recherche sur tout ce qui se dit sur Cos, parce que je pense on a oublié des informations qui étaient écrites sur Cos d'Estournel. Et il revient vers moi, et là, on se retrouve avec un message toutes les 3 secondes, parce que Cos, c'est aussi because en anglais. Donc, on revient vers une recherche sémantique de plus en plus poussée pour essayer d'extraire tout ce qui se dit sur Cos, sachant que, et là on revient sur le contexte, sachant que dans le contexte, Cos, c'est ce qui concerne Cos d'Estournel et pas le reste. Donc aujourd'hui, on a mis en place un système depuis 2012 qui nous permet sur tous nos clients de savoir ce qui se dit en temps réel sur le web. Aujourd'hui, c'est essentiel. Quand vous êtes un grand nom, c'est forcément important. Quand vous le vendez très cher, c'est important. Quand vous le vendez à l'international, c'est encore plus important. Mais c'est important, notamment parce que nous qui travaillons particulièrement pour des grands châteaux bordelais, vous avez un problème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en place depuis 3 ans. Je me suis rendu compte que le big data était important.
La place de Bordeaux, c'est la seule, alors ça c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais la place de Bordeaux, c'est la seule, les grands châteaux, c'est les seuls à ne pas connaître leur client final. Ce sont des gens qui vendent à ce que l'on appelle la place de Bordeaux, donc ils vont vendre à des intermédiaires, et ensuite, Château Latour, Château Lafite et tous ces autres vins seront vendus à des autres revendeurs et ensuite à des particuliers. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contact. Le château n'a aucun contact avec la personne qui va acheter le vin et notamment celle qui va le consommer. Et le big data, pour moi, était un truc extraordinaire parce que ça nous permet de récupérer des informations pour le château et de rentrer en contact avec les consommateurs finaux. Rentrer en contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là je reviens sur la partie contexte et content marketing, puisque là on est vraiment dans la communication et dans le marketing. Tout d'abord, dans le contexte, il est certain que si vous avez un avis ultra négatif sur un gars qui se trouve au fin fond des États-Unis et qui ne sert à rien, et surtout qui n'est pas un expert dans le monde du vin, entre guillemets, on en a un peu rien à foutre. En revanche, quand cette personne-là est un gros acheteur américain ou un gros acheteur chinois, là, l'information real-time, on doit la donner immédiatement au château. Et là, nous sommes force de proposition, c'est-à-dire on dit comment on intervient. Comment on intervient, les communautés, via LinkedIn et autres, et on essaye de faire que le message négatif puisse devenir une force pour entrer en contact avec cette personne-là, ce qui n'était impossible jusqu'à présent pour des châteaux et pour des grandes marques de vin, rentrer en contact avec cette personne et puis rentrer en discussion. Et là, c'est la meilleure façon de la faire tourner de négatif à neutre ou positif. Alors, d'autres grands noms de l'industrie en dehors du vin sont arrivés vers nous parce qu'aujourd'hui, le contexte est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une expertise, mais en même temps, tout ce qui est big data va vous permettre de mettre en place une véritable stratégie de content marketing. Le content marketing, c'est quoi? C'est quand vous avez aujourd'hui une information, et là encore, grâce à l'outil mis en place, on peut savoir ce qui se dit, les thèmes forts actuels, et là on est encore en real time, les thèmes forts actuels, les thèmes d'actualité dans le monde du vin, qui intéressent pas simplement des journalistes, mais des passionnés de vin. Je prends un exemple. De plus en plus, on critique, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans les dégustations que vous avez faites, où chaque fois vous ouvrez une bouteille, mais on ressent qu'il y a de plus en plus d'alcool. C'est le réchauffement climatique, mais c'est aussi d'autres problèmes. On sent qu'il y a de plus en plus d'alcool dans ces vins. Et il y a 6 mois, beaucoup de journalistes sont revenus sur ce thème-là, et des passionnés sur les forums, et on s'en est rendu compte, grâce à cet outil, on a ramené toute cette information-là, et on s'est dit, mais il est sans doute important pour des leaders d'opinion, pour des gens qui ont toute crédibilité pour écrire là-dessus, d'écrire sur leur blog, et notamment on travaille pour un blog, c'est AXA Millésime, le groupe AXA qui a pas mal de châteaux et pas mal de propriétaires. Le directeur général s'appelle Christian Silly et on s'occupe de son blog et on lui a dit à ce moment-là précis, on lui dit mais ça serait super intéressant, vous qui avez toute la crédibilité sur le marché, d'écrire un article sur le problème de l'alcool dans les vins et ce que vous en pensez. Et là on a eu un retour sur les médias sociaux immédiats avec un buzz terrible. Pourquoi? Parce qu'on était en real time, on répondait à une question et le marché demandé était avide d'informations. Ça aussi, c'est le big data et ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, on développe des stratégies dans le content marketing. Quand on s'occupe des comptes Facebook, quand on s'occupe des comptes LinkedIn, on crée des groupes et on écrit des histoires. On fait de telle façon, et là je trouve que c'est la révolution dans le monde de la communication, pas simplement dans la communication du vin, mais dans la communication en général. Jusqu'à présent, on faisait des communiqués de presse, on allait voir les journalistes, on essayait de les intéresser à certaines périodes de l'année. Aujourd'hui, tous les jours, vous voyez quelque chose sortir sur nos clients, puisque c'est un rapport direct avec le big data et avec du contenu qui a été créé de notre part. Pour revenir à ce big data, aujourd'hui, vous avez des clients qui nous disent c'est intéressant de toucher notre communauté, c'est intéressant d'accroître notre communauté, donc c'est intéressant de récupérer ces informations-là, mais ça nous intéresserait de toucher aussi les communautés de nos concurrents. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi, c'est-à-dire vous faites une surveillance, et grâce au big data, on peut se le permettre, vous faites une surveillance sur les gens qui font partie de la communauté de vos concurrents. Qu'est-ce que vous faites de cette information-là? Ça vous permet de rentrer en contact avec cette communauté. Ça permet, par exemple, et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être de faire des offres à ces clients-là
un moins 15 ou un moins 20% pour essayer ce vin-là, pour essayer de le déguster. Ou, encore plus fin, quand vous êtes sur LinkedIn, qui est une place que je trouve très intéressante, très, très professionnelle, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez des passionnés de vin qui écrivent ouvertement qu'ils aiment les grands Portos. Et ces gens-là, vous savez qui ils sont. Ça peut être le directeur général de JP Morgan aux USA. Si cette personne-là est vraiment importante, si cette personne-là est vraiment passionnée par les Portos, et notamment le Porto pour lequel on travaille, eh bien, la prochaine fois que vous avez le directeur général qui passe à New York, eh bien, vous l'invitez dans une dégustation avec son épouse et il se rappellera toute sa vie de ce moment-là. Et aujourd'hui, sans le big data, on n'aurait jamais pu avoir ce type de relation-là. C'est un avenir extraordinaire, mais je pense que 2013 aura un avenir encore plus fabuleux en associant et le contexte et le content marketing. Voilà. Voilà, merci Guillaume. On va terminer avec un dernier exemple de marketing en temps réel. Cette fois-ci, il s'agit de CRM et d'incentive à l'achat. Stéphane Ormand, qui est depuis 2007 responsable du développement du site de vente en ligne d'AirFrance.com, va nous expliquer ce qu'il fait et ce que ça lui rapporte. Merci. Pour lancer les slides, il faut que je me mette là-dessus. Ok, bonjour à tous. Alors bon, je ne suis pas très fier du titre, mais je vais essayer de développer un petit peu plus précisément ce qui me semble intéressant aujourd'hui. Alors, quand on parle de temps réel, justement, ce qui vient beaucoup à l'esprit et qui a été pas mal développé dans les interventions précédentes, c'est la technique, c'est les big data, c'est le brassage de données. Alors, moi, je vais quand même commencer par renverser un peu les choses et évoquer finalement quelles sont les attentes de nos clients en termes de temps réel. Est-ce qu'ils ont des attentes impérieuses de ce point de vue-là? Finalement, c'est en se posant cette question-là qu'Air France a mis en place un certain nombre de services qui sont à la fois innovants, différenciants même, vraiment très proches du cœur de notre métier et relativement peu engageants en termes de choix technologiques. Je vais commencer par ça. Pardon, je vais un peu vite. Est-ce qu'on peut retourner juste en arrière? Voilà. Alors, le premier volet, c'est l'information. On est à l'aéroport, typiquement juste avant le moment du vol. On est dans un environnement qui se prête très bien à une information qui est précise, qui est chaude, qui est rassurante potentiellement. Et donc, finalement, c'est sur ce point-là que, de façon assez importante depuis déjà de plusieurs mois, on a développé un service qui s'appelle Air France Connect et qui finalement vous tient au courant par SMS ou par mail quand on a un petit peu de préavis sur un retard de votre vol, un possible changement de votre porte d'embarquement. Donc là, on est sur quelque chose finalement qui n'est pas très compliqué d'un point de vue technique et qui nous a permis de mettre en place un service qui est très apprécié par les clients, qui nous différencie clairement puisque finalement, il y a très peu de compagnies aériennes qui le font de façon aussi industrielle et qui donc a un retour très positif. Ça, c'est l'information. Encore plus proche du cœur de notre métier, le servicing. Là, ce sont les médias sociaux qui nous permettent d'engager une relation. Alors, quand on parle de servicing, on parle de changement de réservation, on parle de remboursement, on parle de changement de siège, chose que l'on fait soit en ligne, soit au téléphone la plupart du temps. Avec les médias sociaux, on peut engager une relation qui est à la fois très réactive et surtout qui nous permet d'avoir un ton en franche rupture avec les canaux traditionnels de servicing par téléphone, typiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié dans le courant de notre relation client, mais qui prend tout son sens particulièrement au moment d'aléas climatiques, typiquement, en cas de perturbation importante de l'exploitation, où les réseaux sociaux deviennent le canal clairement le moins encombré. La plupart des canaux téléphoniques sont saturés. Donc, ils nous permettent d'avoir une relation qui est maintenue, qui est continue, qui est très proche et qui finalement donc rend beaucoup de services, là encore à moindre coût technologique. Il vous faut simplement des ressources qui soient motivées. Ça, en général, les personnes qui s'occupent de ça sont chez nous des agents qui viennent de la vente au téléphone, donc qui sont des experts
pour ce qui est des manips à processer, et qui en plus, et ça c'est très important, ont un dispositif autour d'eux qui les prépare. C'est-à-dire que tout est relativement bien anticipé. Il faut que ces gens-là puissent s'appuyer sur une documentation bien cadrée, que les cas aient été relativement bien documentés à l'avance. Et ce sont des équipes qui sont en lien très proche avec les équipes de la communication ou du marketing, afin d'avoir des guidelines qui soient fraîches et qui leur permettent vraiment à la fois d'improviser, mais dans un périmètre qui est bien bordé. Et donc ça nous permet d'avoir d'abord de très bons retours clients, et aussi un certain nombre de prix, entre guillemets. On est par exemple en tête des compagnies les plus socially devoted en France, donc sur les médias sociaux, depuis quelques mois. Dernier point sur lequel on a également pu faire des choses qui ne sont pas trop engageantes d'un point de vue technique, c'est finalement la vente. Et donc là, même dans ce domaine qui est pour le coup relativement conservateur dans une compagnie aérienne un peu importante, où le pricing, le revenu management, le yield management, vous connaissez peut-être, sont des choses qui sont extrêmement sophistiquées et cadrées. Et bien dans ce domaine également, les médias sociaux, ça nous a permis d'aller jusqu'à proposer des discounts sur certaines opérations très ciblées, des discounts qui varient en fonction de l'intérêt que portent les internautes. Et ça, clairement, dans une activité comme la nôtre, aller toucher au prix de façon live, c'est très, très rafraîchissant. Voilà, donc ça, c'est pour montrer 3 exemples qui mettent en évidence le fait que la marque peut s'adapter à ce que font ses clients sans avoir à prendre forcément des options lourdes en termes de technologie. Néanmoins, la techno, c'est quand même ce qui va vraiment faire basculer le commerce pour nous dans une ère tout à fait différente. Et simplement, sur ce point-là, je voudrais dire 2 choses qui sont très structurantes pour nous. La première, c'est que dès lors qu'on parle de techno, on parle tout de suite d'investissements qui sont très importants. On parle de structuration de bases de données qui sont relativement complexes, relativement hétérogènes. On parle de mise en place de moteurs de règles. On parle de bouleversement de processus clients qui jusqu'à présent étaient relativement bien industrialisés. Donc on touche à quelque chose sur lequel il faut avoir une petite idée de où on va avant de se lancer à corps perdu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, c'est que même si le sens de l'histoire, on le voit bien, c'est quand même que chacun de nos clients ait une expérience de plus en plus personnelle à la marque, de plus en plus différenciée. Néanmoins, il faut qu'on fasse attention, surtout aujourd'hui, à ne pas tomber dans un excès de contextualisation, dans un excès de personnalisation qui pourrait être un peu confusant et faire perdre certains repères. Alors, je vous ai mis 3 étapes de notre finalement parcours client pour expliquer un petit peu comment nous allons investir sans forcément nous disperser. La première, c'est la phase de recherche. L'internaute qui prépare son voyage, qui est donc sur Google, sur les comparateurs de prix. Dans ce domaine-là, on a de gros enjeux parce qu'on dépense des millions d'euros justement pour acheter du trafic, particulièrement à l'étranger où notre marque est moins connue qu'en France. On a environ plus de 50% de notre trafic qui est généré par des leviers comme le search, le display, les comparateurs de prix. Dans ce domaine-là, on sait qu'on est encore beaucoup trop grossier dans nos dépenses. Quand on voit ce que présentait Pierre tout à l'heure, on voit que vraiment les marges de manœuvre pour devenir plus performants sont considérables. Là-dessus, on investit clairement sur le développement du display vers quelque chose de beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Donc le ciblage dont parlait Pierre, le real-time bidding, travailler avec un bon trading desk, mettre en place une plateforme de data management qui soit relativement sophistiquée pour être capable d'associer finalement des données sur des internautes, qui sont des données extérieures à notre environnement d'entreprise, de les associer aux données dont on dispose, nous, sur nos internautes, à la fois leur historique de voyage, mais ce qu'ils font sur leur site. Donc la capacité d'associer, de comparer ce que fait un internaute qu'on ne connaît pas avec ce que font les internautes qu'on connaît, ça, c'est un point très important dans nos évolutions. On met pas mal le paquet là-dessus. Ça, c'est la partie client, je dirais. Et donc, toujours sur ce ciblage-là, ce qui est très important pour nous, qui est assez spécifique aux compagnies aériennes, c'est que notre stock, nos tarifs, c'est quelque chose qui est relativement complexe, qui évolue tout le temps. Et une forte évolution sera d'être capable de pouvoir, dans une bannière, dans un lien Google, pousser un tarif qui soit vraiment un tarif d'abord très frais, c'est-à-dire vraiment disponible au moment où on le pousse, et qu'on le pousse pour les origines destinations, les destinations sur lesquelles on a vraiment des gros besoins, de façon temps réel. Ça, c'est aussi un point de développement qui nous paraît très important. Donc cette première phase, on met le paquet, il y a des millions en jeu pour nous.
La deuxième phase, c'est l'internaute qui est sur notre site, qui est dans le tunnel d'achat, qui est dans notre boutique. Là, on est beaucoup plus prudent. On parle de plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en ligne. On a des paniers moyens qui sont aux alentours de 500 euros. On ne prend aucun risque. C'est-à-dire que là, on privilégiera clairement la lisibilité du parcours client, sa robustesse, bien plus que la contextualisation ou la personnalisation échevelée. Donc là, clairement, on focalise sur la robustesse du parcours. Et enfin, le dernier domaine dans lequel on va, pour le coup, relativement investir, c'est toujours ce moment juste avant le voyage, un moment qui se prête très bien à une information chaude. Donc, on va à la fois enrichir le dispositif dont je vous parlais au tout début, donc en poussant des informations plus positives que simplement un retard ou une annulation de vol. Et on va également développer des pushs plutôt mobiles à ce moment-là pour justement fournir des informations ou des services, typiquement la presse digitale poussée sur un iPhone. Ça, c'est des choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Et encore un tout petit peu plus sophistiqué, mais pour très bientôt, la possibilité de se géolocaliser à l'aéroport, de savoir où on en est par rapport à sa porte d'embarquement, par rapport au temps qu'il faut pour passer le filtre. Voilà. Donc, très rapidement pour conclure, première chose, la techno, c'est très important quand on parle de temps réel, mais il faut quand même, a priori, se poser des questions assez importantes sur quelles sont les attentes de nos clients de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, pour nous, donc plutôt compagnie aérienne, ce qui va être très différenciant dans ce domaine, ça va être d'une part en amont, au moment où il faut aller gagner des clients par la pertinence de ce qu'on leur pousse, sans exploser le budget. Ça, c'est vraiment un point très important. Et d'autre part, plutôt en aval, à un moment où justement ce juste avant le voyage permet à la fois d'être innovant tout en étant relativement rassurant. Je vous remercie. Si on veut bien m'ouvrir, oui, il est ouvert. Il nous reste 5 minutes pour avoir quelques questions de la salle. Alors, si vous voulez poser des questions, vous avez des micros qui sont à votre disposition au milieu. Ce qu'on vous demande juste, c'est de poser des questions qui sont en rapport avec les interventions et qui peuvent demander des précisions sur les interventions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur des questions? Oui. Ah, on va nous prendre voilà. Le jaune. Bonjour. Bonjour, Mohamed Ali, société Access to Business, une agence web marketing. Ma question, c'est pour Monsieur Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez essayé d'autres ad exchange comme Google Ad Exchange ou autre et quels sont les résultats? Merci. Alors, l'Ad Exchange de Google. Premièrement, en étant connecté sur AppNexus, on a accès à l'inventaire de Google en temps réel. Après, je ne sais pas si vous faites référence au DSP qui est Invite Media. On a eu la chance de tester l'été dernier la nouvelle version d'Invite. Si je ne l'ai pas mentionné dans les slides, c'est que c'était vraiment une catastrophe. C'est-à-dire? Je dirais pas plus loin, une catastrophe. En termes d'inventaire disponible En fait, c'est juste l'outil. L'outil, c'est du AdWords, c'est-à-dire c'est quelque chose de très basique, de très simple. Alors que nous, on avait vraiment besoin, vraiment de rentrer dans des réglages fins. Globalement, on ne voulait pas une Twingo, on voulait plutôt une Formule 1. Donc c'est un petit peu ça l'analogie. Donc en termes de fonctionnalité, rien à voir. n'était pas vraiment satisfait. Désolé pour les équipes de Google, ils le savent très bien. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Si on veut avoir, on peut encore en profiter. Oui. Non. Très bien. Ah oui. Une autre. Bonjour. Bonjour, Cyril Franck, donc je suis journaliste pour mediaculture.fr et j'ai une question qui s'adresse à Monsieur Ormand. Vous avez parlé tout à l'heure de attention à l'excès de contextualisation. J'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Désolé, parce que c'est un point fondamental justement pour moi. Vous voyez, un processus de vente comme celui qu'on trouve sur les processus sur les sites de e-commerce en général, sa vocation, c'est de sécuriser la vente. Okay, on peut imaginer, quand on est un retailer, qu'on ait intérêt à pousser un certain nombre de produits qui sont en général des produits connexes à la recherche initiale de l'internaute. Bon. Chez nous,
notre produit cœur de très très loin par rapport à l'ensemble des choses qu'on pourrait imaginer pousser, c'est le billet d'avion lui-même. Je vous parlais de 2 milliards et quelques d'euros de chiffre d'affaires dans ce tuyau-là de vente. Quand on imagine ce que l'on pourrait contextualiser comme push, justement, annexe, on tombe à quelques petits millions. Ça va être un hôtel, une voiture qui pourrait être effectivement relativement pertinent pour l'internaute, mais qui sont, en termes de business pour nous, aujourd'hui relativement petits. Et les pousser au risque de perturber un petit peu l'essentiel de ce pourquoi notre client est là, ben aujourd'hui, en tout cas, on ne préfère pas. Vous avez pris le chemin inverse d'un certain nombre de retailers qui, eux, au contraire, remplissent le panier d'options et de suroptions, quitte à faire de l'abandon de panier. Est-ce que vous avez vu justement que ça a diminué le taux d'abandon de panier, en fait? Clairement, on a eu des expériences justement autour de ça, autour de l'idée qu'on avait intérêt, par exemple, à pousser les options, justement, le plus tôt possible dans le canal de vente. Et clairement, il suffit qu'un petit pourcentage de nos internautes soit un petit peu perturbé par ce phénomène-là pour qu'on ait plus à perdre qu'à gagner. En raison, encore une fois, et ça c'est très important, des équilibres dans notre business à nous. Quand on est un retailer, encore une fois, et que les 2000 références ont autant de valeur les unes que les autres, c'est une chose. Chez nous, c'est focus sur l'achat principal qui est celui du ticket. Est-ce qu'on a une dernière question? J'avais une petite question encore pour M. Jourdan cette fois. D'accord, oui. C'était par rapport au fait que vous disiez, vous utilisez un peu les communautés LinkedIn pour analyser un petit peu ce qui s'y dit et pour faire des offres, notamment en temps réel, pour les chefs d'entreprise, par exemple, qui pouvaient faire les visites. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être risqué en termes de côté invasif pour les utilisateurs? Est-ce qu'ils n'ont pas ça à leur faire un petit peu peur, tout ça? C'est pour ça qu'on ne va pas trop loin d'ailleurs. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple relativement simple et je pense que la personne ne peut pas trouver ça trop intrusif. C'est que si elle est passionnée des grands Portos et qu'il y a une dégustation exceptionnelle du Porto qu'il aime, lui envoyer simplement un petit email en lui disant voilà, celui qui l'a fait sera présent, vous aurez la possibilité de goûter les 10 plus grands Portos du siècle dernier, vous venez accompagné de votre épouse et on fera ça dans un palace. Je pense qu'il ne trouve pas ça trop intrusif. Ça dépend du palace. Merci aux 4 intervenants pour la qualité de leurs interventions. J'espère qu'ils vous ont éclairé sur les possibilités du temps réel. Merci de les applaudir. Et la journée se poursuit. Vous avez le programme sur le salon. Merci. Voilà, et donc on va poursuivre.